Bonjour Mélanie. Bonjour Daniel, bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Alors nous voilà repartis pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois, avec Mélanie, nous avons décidé d'interroger un petit peu les croyances qui sous-tendent justement toutes ces dualités souffrantes et puis les injonctions sociétales, programmations qui viennent de notre milieu familial ou également sociétal, qui font qu'il y a un grand nombre de choses que l'on considère comme étant normales, mais qui sont des croyances limitantes et qui engendrent aussi toutes sortes de problématiques et de souffrances. Oui, oui, ces injonctions et ces croyances, finalement, de manière insidieuse, nous amputent d'une partie de notre liberté. Or, Mm. dans nos vidéos, on parle très souvent du libre arbitre. Je trouve que c'est une thématique qui est très intéressante parce que justement par rapport à ces injonctions, ces programmations qu'on n'interroge jamais et qu'on prend pour des vérités, eh bien, finalement, on ne connecte pas notre libre arbitre. Et comme tu le disais, toi, dans la dernière vidéo, à un moment, il s'agit d'accepter ou refuser ce que la vie nous propose. Mm. Oui. Et Frank Lopen nous disait aussi que la certitude d'aujourd'hui, c'est l'obstacle de demain. Si bien que du coup, quand on fonctionne pour se sécuriser à travers des certitudes, du coup, on s'emprisonne quelque part parce que on va continuer de fonctionner sur des rails préétablis qui vont engendrer les mêmes conclusions, les mêmes circonstances, les mêmes expériences, hein, sans courir le moindre risque et aussi sans aller vers quelque chose qui pourrait s'apparenter à une erreur, parce qu'une erreur est une action dont on n'a pas prévu la conséquence, l'issue. Mais plutôt que de l'appeler erreur, on peut l'appeler expérience. À partir du moment où on parle d'erreur, on parle de quelque chose qui n'aurait pas dû exister et qu'on aimerait pouvoir effacer. Mais en fait, une erreur n'est qu'une expérience vis-à-vis de laquelle nous allons conclure ça me convient, ça me convient pas. Je réitère cette expérience parce qu'elle m'a plu, elle m'a enrichi, ou je ne la réitère pas parce que elle a engendré des conséquences qui ne sont pas porteuses, qui ne sont pas agréables ou même qui sont très limitantes. Oui, puis l'erreur permet aussi de se réinventer, d'aller chercher d'autres solutions. Donc, elle peut être surtout source ouais, d'enrichissement, de nouveautés. C'est peut-être là-dedans qu'on a les meilleures créations aussi. Parce que justement, je pense que si on ne se trompe pas, ça prouve qu'on a une croyance et une certitude que c'est comme ça que ça doit être fait. Et finalement, c'est assez limitant. Alors que l'erreur, on se trompe, on va chercher d'autres choses. Donc, ça élargit le panel de possibilités. Le bien et le mal. L'erreur, c'est mal. Tu t'es trompé. Oui, et on est sur la polarité, ce qui est bien et ce qui est mal, effectivement. Et bien entendu, on veut engendrer le bien et éliminer le mal. Mais j'étais en train de penser, quand tu parlais d'erreur et de création, parce que quand on fait une erreur, on fait quelque chose qu'on n'a pas prévu, et parfois c'est une création positive, comme par exemple, enfin, quelque chose d'assez connu, c'est les biscuits. Les biscuits ont été cuits 2 fois, et ça a engendré la création du biscuit. Et c'était une erreur au démarrage. Énormément d'ailleurs de grandes découvertes ou de grandes créations sont issues d'une erreur. L'artiste ou le créateur s'est trompé à un moment donné et ça, c'est comme s'il avait pris la tangente, il a pris une autre route, un autre chemin et il a créé quelque chose de nouveau. Alors parfois, bah, c'est quelque chose de nouveau qui est super et inventif et qui va peut-être même engendrer
une facilité de vie dans la société. Et dans d'autres cas, ça peut être des erreurs qui vont avoir des conséquences désagréables. Mais en fait, l'erreur n'est qu'une expérience, euh, qu'elle soit agréable ou désagréable, mais ce n'est qu'une expérience. Mais parfois est associée à l'erreur la culpabilité aussi. Et j'aimerais bien développer autour de la culpabilité parce que c'est un sentiment qui est porté par les êtres humains, qui n'est pas porté par le monde animal. Le monde animal tue pour manger parce qu'il a faim. Le monde animal ne fait pas d'action pour faire du mal gratuitement. Le monde humain peut effectivement faire des choses qui détruisent un autre être humain, mais pas par nécessité vitale, mais pour toutes sortes d'émotions diverses et variées. Euh, mais la culpabilité que beaucoup de gens ont pour des petites choses, pour des événements qui ne sont pas en soi très graves, hein, est un sentiment qui paralyse et qui n'a pas vraiment de porte de sortie. Parce que quand on est dans un sentiment de culpabilité, en fait, la seule chose que l'on fait dans la culpabilité, c'est se juger comme étant coupable d'avoir commis une faute. Généralement, on commet une faute par rapport à des injonctions sociétales, familiales, parce qu'il faut faire comme ça et pas autrement. Et à partir du moment où on emprunte un autre chemin, ben, il y a tout de suite un regard très jugeant. Déjà un auto-regard, et du coup l'auto-regard du juge se met dans la culpabilité. Oui. Et c'est lié à nos croyances, comme par exemple avec les polarités, le jugement que l'on porte sur la polarité positive est jugée comme étant bonne et la polarité négative est jugée comme étant mauvaise. Et c'est une convention collective. On est tous d'accord pour dire avoir peur, c'est pas cool. Il ne faut pas avoir peur parce que si j'ai peur, c'est que je manque de courage, donc je suis un lâche. Ça, c'est une croyance, alors que la peur a sa place, le courage a sa place. Euh, et que si les deux pôles se mettent en équilibre, à ce moment-là, je suis capable de ressentir la peur à bon escient et d'être courageuse à d'autres moments dans ma vie. Et quand bien même à des moments je vais être peureuse et que je vais pas forcément agir de la meilleure manière qui soit, euh, c'est une expérience qui va me permettre de développer peut-être un peu plus de courage une autre fois. Donc, dans tous les cas de figure, chaque expérience est enrichissante. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. C'est pas une erreur, c'est enrichissant. Une expérience, une erreur va m'enrichir. Et si je commence à regarder le monde à travers les enrichissements que je vais vivre au quotidien à travers, entre guillemets, mes erreurs, à ce moment-là, ma perception du monde va être complètement différente et je vais me sentir beaucoup plus léger et courageux aussi. C'est intéressant, justement, là, du coup, ça met en lumière l'importance du vocabulaire, parce Mm. qu'effectivement, bah, l'erreur, c'est l'expérience. Et donc, entre faire une erreur et faire une expérience aujourd'hui, si on le dit, ça n'est pas perçu du tout de la même manière. Mm. Et c'est vrai que voilà, c'est aussi en ça qu'on on voulait attirer l'attention sur le fait de questionner un petit peu le vocabulaire qu'on utilise, les actions qu'on mène, pas pour engendrer le chaos ou tout remettre en question, mais juste pour voir de quelle manière ces actions résonnent avec ce qu'on veut nous. Mm. Parce que finalement, toutes ces croyances répondent à un besoin de contrôle. C'est vrai quand on a des croyances, voilà, ça donne un cap. Donc il y a un côté positif, c'est qu'on a un cap et qu'on avance vers un objectif. Mais il y a aussi un côté très contrôlant.
j'ai cette croyance ou cette certitude, bon, ça permet quand même de se rassurer et d'avancer. Après, la vraie question, c'est est-ce que cette croyance, j'y crois vraiment moi, quoi, ou est-ce que je la suis parce que bah, on m'a toujours dit qu'il fallait que je la suive. Je trouve que c'est voilà, c'est un moyen vraiment justement d'expérimenter en profondeur les choses, ne serait-ce que dans son petit quotidien et de regarder à travers soi comment les choses résonnent. Oui, c'est très intéressant ce que tu soulèves parce que nous avons tous, sans exception, des croyances. Euh, la question est-ce que cette croyance, c'est une vérité que je porte à l'intérieur de moi et qui m'appartient personnellement, ou la croyance est une vérité collective issue d'un conditionnement familial, issue d'un mode de fonctionnement sociétal, à l'école, dans les entreprises, dans le monde extérieur, et que je suis porteuse d'une vérité qui appartient à l'ensemble, mais qui ne m'appartient pas forcément individuellement. Il y a des croyances que je véhicule, mais est-ce que moi-même j'y adhère vraiment? Oui, bah, on parlait aussi des phrases toutes faites dans le type vocabulaire et Hmm, remise en question. C'est que voilà, il y a des petites phrases du quotidien qu'on dit. Effectivement, on citait l'exemple de on a un trou de mémoire et passé un certain âge, on dit ah, bah, c'est la vieillesse ou c'est alors oui, c'est dit comme ça et ça peut avoir l'air léger, mais finalement c'est dit et redit et répété et finalement ça ancre cette espèce de vérité qu'effectivement si tu as un trou de mémoire, c'est l'âge. hmm. Voilà. Mais Oui, et certaines personnes, même jusqu'à dire en blaguant, ça y est, il y a l'Alzheimer qui commence, alors qu'ils ont à peine 40 ans. hum, Mais mine de rien, qu'est-ce que ça vient ancrer dans l'inconscient de la personne qui déjà le dit, même sous forme de blague. Et probablement, ça se relie à une croyance, au fond quand même, la croyance que forcément avec l'âge, je vais voilà, soit avoir une perte de mémoire, soit attraper l'Alzheimer. Euh, Et je pensais aussi au niveau des dualités. Bah là, je parlais de la peur et du courage, puisque la peur, si j'ai peur, je peux être, bah, ça sera peut-être plus appliqué aux hommes, hein, au niveau de la lâcheté, puisque les hommes sont censés être forts et courageux dans un point de vue collectif. Donc, la peur chez la femme va être moins jugée comme lâche, mais chez l'homme, oui. Donc ça, c'est une croyance. Est-ce que réellement, lorsque j'ai peur, je suis quelqu'un de lâche? Après, la tristesse, la joie et la tristesse. Donc c'est bien d'être joyeux. On m'aime quand je suis joyeuse. On s'éloigne de moi quand je suis triste. C'est vrai. C'est vrai que les gens vont s'éloigner des gens tristes et vont adhérer à des personnes joyeuses. Donc on va construire un personnage joyeux pour être aimé des autres, mais est-ce que réellement euh, je suis authentique avec moi-même dans le ressenti que j'ai? Si par exemple je suis en deuil en ce moment, par peur d'être isolée, je vais prétendre être joyeuse, mais c'est quelque chose de faux, donc il y a une forme de trahison intérieure. Tout ça parce que collectivement, il y a des filtres, il y a des étiquettes posées directement sur chacun qui doit être joyeux, qui doit être courageux, qui doit incarner la force, le pouvoir, la puissance. Enfin, il y a plein de valeurs comme ça collectives. hum. Mais bah, il y a une vidéo qu'on a faite sur puissance, impuissance, hein, et bah, justement qui parle de puissance extérieure ou de puissance intérieure. Donc, qu'en est-il de ma puissance intérieure plutôt que de afficher une puissance extérieure alors qu'à l'intérieur, c'est pas connecté. Même si nous vivons aujourd'hui à l'époque de tout connecter. Mais Euh, c'est intéressant parce que justement, c'est toi qui parles souvent du, du rattachement à un clan. Et effectivement, justement, accepter d'aller dans sa puissance et donc peut-être d'interroger, voire de remettre en question certaines croyances ou certains héritages familiaux,
c'est compliqué parce que ben, on se heurte à la perception du clan. Est-ce que je vais être acceptée comme ça? C'est intéressant aussi parce que du coup, il y a bon, l'intégrité, la notion de loyauté. Mm. Effectivement, c'est très souffrant parce que si finalement on n'accepte pas, mais on se résigne à certaines croyances parce qu'elles doivent être comme ça, la résignation, c'est souffrant. Et c'est pas l'acceptation. Mm. Oui, donc là tu soulèves un sujet important, c'est justement cette capacité d'accepter, sans se résigner, de ce que la vie nous propose. Et la vie nous propose des circonstances qui nous font évoluer. Simplement, est-ce que je vais être euh, rattachée au clan pour faire ce qu'on attend de moi, me comporter de la façon qu'on attend de moi, ou puisque la vie m'envoie des expériences particulières, hein, est-ce que je vais rester cohérente avec moi-même et mon vécu, même si ce que je vis à l'intérieur de moi ou ce que je manifeste à l'extérieur n'est pas forcément compris des autres. Ça demande un grand courage. On parlait de courage et de peur tout à l'heure. C'est vrai que là, il y a un grand courage à avoir, c'est-à-dire un courage d'être authentique avec soi-même. On n'est pas obligé de crier haut et fort. On n'est pas obligé d'expliquer à la terre entière qu'on est comme ci et qu'on est comme ça, mais d'avoir ce courage intérieur de rester discret ou de rester un peu triste ou de rester euh, en recul, en retrait par moment parce que voilà, il y a des choses qui nous brassent à l'intérieur et qui ne nous permettent pas d'afficher un visage et une énergie extrêmement dynamique et joyeuse. Et par ailleurs, je dirais que ce côté de résignation engendre très souvent de l'autre côté un mode réactif par rapport à l'extérieur, Mm, euh, où il faut en permanence, bon, la réaction, c'est une lutte contre. Donc, ne serait-ce que par la définition, on voit bien qu'on est dans quelque chose de souffrant mm. et que forcément, l'acceptation par rapport à la résignation est quelque chose de validé individuellement, intérieurement et forcément beaucoup plus cohérent, quoi. Oui, parce que la vie nous envoie à chaque instant des expériences et ces expériences doivent être vécues jusqu'en profondeur de notre être. Donc, quelles que soient les circonstances qui viennent à nous, il y a un message. Et ce message est à accepter. Alors, quelquefois, il n'est pas compris du tout, mais peu importe, s'il est déjà accepté, il y a une partie du message qui est en train de s'intégrer en temps et en heure, qui finira à un moment donné par s'intégrer. Mais il s'intégrera que par l'acceptation et non par le rejet, par le refus, par la résistance. Comme on dit, l'adage, plus je résiste, plus ça persiste. Donc, et les états duels, hein, les dualités souffrantes, c'est ça aussi, c'est une résistance contre une vision péjorative d'une des polarités, d'un des deux pôles. On va juger que être dans l'impuissance, c'est impossible, c'est insupportable. Donc je le refuse. Et parce que je le refuse, je me mets en résistance. Et du coup, je ne me laisse pas couler avec le flot de la vie. Je me mets en opposition. Mm. Alors, Mais il y a évidemment, se mettre en opposition de la vie, c'est une absurdité totale parce qu'on ne peut pas le faire en vrai. Oui, c'est ça. Et puis, on est dans un mode de vie aujourd'hui où tout s'est accéléré. Donc, on réfléchit beaucoup moins et on réagit beaucoup plus. Et c'est ça. En fait, toute la journée, on est inondé d'informations qui nous dispersent en permanence. Donc, à un moment donné, comment on fait pour revenir dans son centre, à part faire le silence à l'intérieur de soi et se déconnecter de temps en temps de ce monde ultra rapide? C'est vrai. Alors, moi, j'avais l'image, effectivement, comme on parle toujours des polarités et que le but des méthodes PIT, c'est de ramener à l'équilibre.
Ça parle ou ça parle pas aux gens, effectivement, les polarités, l'équilibre. Mais j'aime bien l'image de l'équilibre d'une personne, en fait, quand une personne est en déséquilibre, où c'est inconfortable, où elle tombe. Donc, Hmm. pareil pour les polarités entre les émotions, quand c'est en déséquilibre, c'est ou inconfortable ou extrêmement souffrant. Ça fonctionne exactement pareil. Et c'est vrai que du coup, cette notion d'équilibre voilà, émotionnel n'est pas toujours perçue par tout le monde. Dans les émotions, hein, on l'a bien vu dans les différentes vidéos qu'on a pu faire. On n'est pas dans des sociétés de l'émotion. Dès le plus jeune âge, il faut pas pleurer, il faut pas crier, il faut pas faire comme si, il faut pas. Voilà, donc à l'âge adulte, la croyance c'est que voilà, on n'a pas d'émotions. Bon, on peut rire si les émotions joyeuses sont plutôt bien acceptées, mais elles n'ont d'existence que parce que l'autre partie existe. Il y a un rejet des émotions négatives de toute façon dans nos sociétés. Et qu'est-ce qui les rejette? Ben, du coup, c'est le mental qui, lui, veut contrôler et puis répondre aux attentes, juger, résister aux souffrances. Sauf que le bon n'existe pas sans, sans la partie négative. Et dans cette négation, justement, des émotions souffrantes et négatives, on entretient quelque chose de très souffrant. C'est ça. Un maître spirituel qui s'appelle Osho avait dit, si vous ne voulez vivre que une partie, la moitié positive de la polarité, c'est comme si vous disiez que vous voulez vivre la moitié de votre vie. Mm. En fait, c'est vivre à moitié. Et l'acceptation, on parlait d'acceptation tout à l'heure, l'acceptation, c'est également accepter de vivre et de traverser toutes les expériences que la vie nous propose. Et, et c'est une phrase qui est simple, mais en même temps qui engendre une complexité très importante, ou tout du moins une difficulté émotionnelle très importante, parce que dans notre mode de fonctionnement actuel, occidental, on refuse la souffrance, on refuse l'inconfort, on refuse tout ce qui ne va pas dans notre sens. On est un petit peu comme des enfants très capricieux. Comme vous avez un enfant de 3 ans dans un supermarché qui veut absolument tous les pots de yaourt super bien colorés parce qu'il trouve ça joli et puis il croit par son âge que en fait il a tout ça à disposition et qu'il peut juste prendre et choisir. Et quelque part en nous, les humains, on n'a pas, les humains occidentaux, parce que c'est pas la même chose pour d'autres cultures, mais les humains occidentaux n'ont pas, ont une attitude très capricieuse. Moi, je veux le beau, je veux le bien, je veux le confortable, je veux le chaleureux, je veux le gentil, en occultant constamment que l'autre polarité existe. Quand vous avez quelqu'un d'extrêmement gentil, toute la journée gentil, il y a un méchant quelque part. Il est où ce méchant? La personne ne se présente pas sous son angle méchant, c'est-à-dire méchant, c'est être capable de dire non à quelqu'un quand ça ne lui convient pas. Donc déplaire. Les gentils, c'est des gens qui plaisent, qui veulent plaire absolument, qui veulent être acceptés. Donc du coup, le méchant, entre guillemets, parce que c'est pas être méchant de dire non à quelqu'un, désolé, j'ai pas envie d'aller au cinéma ce soir. Pour quelqu'un qui sait pas dire non, c'est compliqué. Et c'est être méchant, c'est faire de la peine. Mais c'est une croyance. Je veux dire, en quoi je fais de la peine à quelqu'un quand je lui dis désolé, ce soir je reste à la maison, je suis fatiguée, j'ai pas envie de sortir. Euh, donc je projette des sentiments sur les autres et j'ai peur qu'ils m'en veuillent et j'ai peur qu'ils me le reproposent plus. Ben, ça peut aller jusque-là même. Donc on a un besoin de vivre du positif à outrance. Et pourtant, on regarde le monde, mais il y a des guerres, pour juste dire un exemple. Il y a des guerres. Ah, et puis Dieu sait s'il s'en passe des atrocités. Donc, quand est-ce que chaque être humain va gérer sa partie négative pour qu'elle ne se projette pas à l'extérieur dans le monde à travers les guerres et les atrocités? Aussi, il y a aussi ça. C'est tout ce que nous ne gérons pas en nous se manifeste à l'extérieur. Ben, la guerre est effectivement un bon exemple de mode réactif. Mhm.
réactif contre l'extérieur. Et finalement, voilà, on regarde pas trop ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Mm. Plus facile de penser que la cause vient de l'extérieur que de l'intérieur. Oui, dans Et la ces guerre, valeurs, oui, le voisin est un ennemi méchant qui vient m'envahir ou qui vient m'enquiquiner. Donc, l'ennemi est à éradiquer. mm. Mais Mais finalement, individuellement, c'est un peu le même principe. Très souvent, les gens en souffrance, pendant longtemps, préfèrent croire que c'est pas de leur faute et donc trouvent un coupable extérieur. Il y a ci, il y a ça, et voilà. Et finalement, c'est pensant que ça limite la souffrance, ça l'entretient. hmm. D'ailleurs, ça fait penser encore à nouveau un coupable à l'extérieur. Donc, cette notion de culpabilité. Euh, donc, soit c'est moi qui suis coupable, soit il y a quelqu'un qui est coupable. Euh, mais la proposition qu'on peut vous faire, on peut faire ici dans cette conversation, c'est est-ce qu'on peut sortir de la quête du coupable, qu'il soit en moi ou à l'extérieur de moi? C'est oui, il y a quelqu'un à l'extérieur, mon voisin me dérange parce qu'il laisse pousser son arbre qui fait de l'ombre dans mon jardin. Soit j'arrive à communiquer avec lui, soit j'y arrive pas. Mais personne n'est coupable. Il y a juste des dérangements. Il y a des situations qui sont agréables ou désagréables. Mais il n'y a pas de coupable. Et donc pas de culpabilité. En dehors, bien sûr, des grandes lignes. Le coupable, c'est avoir tué quelqu'un, avoir agressé, violenté quelqu'un sur le plan physique et corporel. Alors peut-être que là, la loi est là pour dire coupable. Mais en dehors d'actions majeures de, ou même le corps physique est mis en danger, le reste, c'est des problématiques de communication, c'est des expériences à vivre dans lesquelles il faut trouver un équilibre quelque part en nous. Mais il n'y a pas de coupable, ni en moi, ni à l'extérieur de moi. L'intérêt de questionner vraiment en résonance avec soi et non pas dans quelque chose de jugeant ou de culpabilisant. Mais non, mais je ne devrais pas interroger parce qu'en fait, voilà, il faut rien, il faut juste interroger pour savoir si ça nous semble juste. Parce que le jour où on agit en cohérence avec soi, on est quand même dans quelque chose déjà de pas souffrant du tout, et puis très certainement bien mieux compris par l'entourage, Hmm. contrairement à ce qu'on pense quand on est aligné à l'intérieur. Parfois, on peut avoir des avis extrêmement divergents, mais comme ça n'est pas un mode réactif, c'est beaucoup mieux perçu. Enfin, effectivement, tout le monde. Enfin, moi, j'avais une petite citation que j'avais envie de dire. Oui, c'est Howard Thurman qui dit: Ne vous demandez pas ce dont le monde a besoin, mais ce qui vous fait vibrer, parce que ce dont le monde a besoin, c'est de gens qui vibrent. Hmm. Oui, c'est une très belle citation qui arrive magnifiquement en conclusion aussi, parce que en fait, quand on parle de la dualité et qu'on parle de ce tiraillement intérieur, pour résumer, c'est quand on est déconnecté de nous-mêmes, quand on revient à l'intérieur de soi et que on se pose la question, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me parle? Donc questionner, pas forcément pour s'opposer à longueur de journée, mais simplement questionner, est-ce que cette phrase toute faite que j'entends partout, est-ce que j'y adhère? Est-ce que c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi et j'y adhère ou pas? Et sinon, pourquoi pas? Donc c'est vraiment constamment revenir à soi, à l'intérieur de soi, et c'est à l'intérieur de soi qu'il y a bien entendu la réponse. La réponse qui m'appartient, c'est pas forcément la vérité pour le monde entier, mais c'est la réponse qui m'appartient au jour J, en ce jour, par rapport à mon niveau d'évolution, par rapport à plein de paramètres. Et donc c'est ça, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui m'anime.
qu'est-ce qui est juste pour moi? Et les questions, on peut se les poser à chaque instant. On se les pose simplement pour vérifier que je suis en accord avec moi-même. C'est cette vérification-là qui est importante à faire. Euh, On travaille beaucoup, nous, avec les méthodes PID, sur avantages, inconvénients. hmm, Effectivement, peut-être quand il y a quelque chose voilà, qui interpelle, ça peut être intéressant de regarder quels seraient les avantages à changer de posture par rapport à cette situation, quels seraient les inconvénients. Et très souvent, quand ça sonne juste pour soi de modifier, voilà, on trouve plus d'avantages que d'inconvénients. Et dans les inconvénients, on retrouvera beaucoup justement les injonctions ou les croyances et on sera confronté à la loyauté familiale, qu'est-ce qu'on va penser, etc. Et c'est juste intéressant. Il s'agit peut-être pas de tout remettre en question ou de tout questionner, mais peut-être déjà des petites choses du quotidien qui reviennent souvent et se demander pourquoi ça résonne comme ça. Moi, j'ai l'exemple, par exemple, et je pense que beaucoup de parents s'y retrouveront, de la douche des enfants. il Et faut. ça fait sourire, mais parce que pour beaucoup, c'est c'est un moment, voilà, et qui peut être compliqué, et pourtant, c'est pas grand-chose. Bon, bah, juste d'interroger, qu'est-ce que ça change si c'est pas maintenant? Est-ce que si ça se fait un petit peu plus tard, est-ce qu'il y a moyen de l'aborder différemment? Bon, voilà, je trouve que c'est intéressant parce qu'on peut trouver des solutions, du coup, qui rendent le quotidien plus léger sur des petites choses, quoi. Et cette dualité, on travaille sur les polarités, on a toutes sortes d'outils pour permettre de justement libérer les charges, les programmes, les croyances, les émotions en excès, aller chercher aussi les émotions en déficit, en tous les cas qui sont inconscientes ou refoulées. Pareil. Oui. Donc, en fait, à travers les méthodes PIT, on a tous ces outils qui vont faire ressortir tous ces excès ou ces déficits pour ramener tout à l'équilibre. Mais en fait, l'état dans lequel on se trouve quand une polarité ou un sujet revient à l'équilibre, c'est qu'en fait, on est en connexion avec son intérieur. Et c'est de son intérieur que les messages vont venir, la sagesse va émerger. En fait, la résolution des conflits internes et externes partent de notre intérieur. Et ça, c'est vraiment euh, un message qui personnellement me tient bien entendu à cœur, mais que je ai envie d'inviter chacun à, à questionner, pas forcément remettre en question, mais questionner, ne pas avoir une réflexion automatique. Les méthodes PID aident beaucoup parce qu'on a quand même toute une série de questions qui viennent chahuter un petit peu les croyances limitantes et désagréables. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour plus globale cette fois. On n'est pas sur une polarité en particulier. Après un cycle où on a fait déjà un certain nombre de vidéos sur une dizaine ou une quinzaine de polarités différentes. Euh, Là, on vient faire une petite pause résumée de tout cela avant de s'embarquer sur à nouveau d'autres polarités. Et donc, merci Mélanie de, Merci Daniel, et puis de ce, à bientôt. de ce partage voilà, ensemble qui est toujours très, très enrichissant. Et on se retrouve hein, pour une prochaine vidéo. À Merci, bientôt. au revoir. Au revoir.